Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue dans le Club des 5, votre nouveau rendez-vous football. On parle pendant 1 heure de ballon rond et de championnat européen. Merci à vous, les socios, de nous regarder tous les jours en direct et en replay le lendemain. On est là pendant 1 heure pour parler de foot avec mes deux acolytes. Je vais les présenter juste après. Avant, le petit jeu FIFA, c'est le plus intéressant. Continuez à vous abonner, à liker, à partager nos posts et on fera un petit tirage au sort pour vous faire gagner le FIFA 18 sur PS4. On le voit bien là parce que sinon avec la lumière c'est un peu galère. Et la manette en or collector pour mettre une petite torgnole à nos consultants. Ce soir, on va parler d'abord de l'information de la soirée, le Stade Rennais qui limoge Christian Gourcuff. Christian Gourcuff qui n'est plus l'entraîneur du Stade Rennais. On parlera du Stade Rennais depuis le début de la saison et on va se projeter sur un potentiel successeur peut-être pour Christian Gourcuff. On ira ensuite en Italie avec un monument qui est dans la tourmente, le Milan AC, un club très actif pendant ce marché des transferts et qui a quelques problèmes, notamment en championnat en Serie A. Et puis enfin, on ira en Espagne pour analyser la situation du FC Séville qui a changé d'entraîneur cet été. Le FC Séville qui est serein face aux petits clubs mais qui galère face aux gros clubs. On va parler tout ça avec mes deux acolytes du soir. On va commencer avec un habitué. T'es là plus souvent que moi, faut le dire. Walid Acharchour, salut Walid. Comment ça va Romain? Ça va très bien. Ils t'ont gardé? Ils m'ont gardé, c'est fou. Apparemment j'ai eu écho qu'il y avait... C'était pas aussi clair que ça. Je suis sans cesse sous la sellette avec Samuel Vasselin qui s'est mis en rédacteur en chef aujourd'hui, tellement il avait un peu peur pour son chef, il voulait absolument contrôler. Donc tu n'es pas le Christian Gourcuff du Club des 5. Pas encore. À côté de lui, un petit nouveau, fais attention à lui, il mord, fais gaffe. Non, Loïc Ebach, c'est avec nous. J'ai vu ça à l'instant. Je vais pas lancer de pique parce que je suis pas là depuis assez longtemps. Allez, on va commencer ce premier débat, on va commencer avec le Stade Rennais. Alors ce qui est très bien, c'est qu'on peut mettre le plateau aux couleurs de l'équipe de France. Donc en technique, si je claque des doigts, de la France, comme ça. Voilà, j'ai claqué des doigts. C'est beau. Et direct, ça passe. On va commencer avec le Stade Rennais. Cette annonce, Christian Gourcuff n'est plus l'entraîneur du Stade Rennais. C'était dans l'air depuis la démission du président René Ruello le week-end dernier. Nos confrères de Ouest France rapportent que c'est Olivier Létang qui a pris la décision de limoger Christian Gourcuff. Olivier Létang, nouveau président du Stade Rennais. Une première question, mes amis. Est-ce que vous trouvez que l'éviction de Christian Gourcuff est logique? Je vais commencer par toi, Walid. Logique, ça dépend de là où on se place. C'était dans les tuyaux. On avait eu l'imbroglio la semaine dernière, 3 ou 4 jours avant un match très important en Ligue 1. Ça ne s'est pas fait finalement. Et on a 15 jours après, on a ce qu'on nous annonçait déjà auparavant. Et la démission de René Ruello, je pense, a précipité les choses. Et Gourcuff, on l'a vu en conférence de presse juste après. On va l'écouter juste ensuite. Juste après Bordeaux, on va dire, son éviction était inévitable. Pour toi, Loïc, aussi, c'était logique que Christian Gourcuff s'en aille, soit limogé par le nouveau président Olivier Létang? Par rapport aux intérêts des nouveaux acteurs présents à Rennes, oui, clairement, il y avait une différence, il y avait une divergence par rapport à la direction que devait prendre le Stade Rennais. Maintenant, je trouve ça peut-être un petit peu sévère au vu des récents résultats de Rennes. Gourcuff qui avait remis Rennes un petit peu dans la bonne direction avec 4 victoires consécutives si on compte la Coupe de la Ligue. Donc d'un point de vue purement sportif, je peux trouver ça sévère. Après voilà, si on part sur le point de vue du projet, ça paraissait finalement logique et inévitable. Alors justement, Christian Gourcuff, tu l'as dit Walid en conférence de presse, il avait peut-être vu la chose venir. Il avait des mots très forts envers le président qui est René Ruello. On va l'écouter tout de suite, c'était juste après le match contre Bordeaux. Le plus important, c'est effectivement l'avenir du club. Donc je viens de l'apprendre donc après qu'il ait communiqué sa démission. Donc je suis écuré de ce qui se passe depuis un mois ici. C'est pas véritablement nouveau. Bon, je suis pas surpris parce que je veux dire, il y a pas mal de choses maintenant que j'ai intégrées. Mais je suis écuré. Et donc ce projet de club, comme je l'avais dit, pour lequel je suis venu, évidemment avec la démission du président est remis en question. Donc on avait la chance d'avoir un président intelligent, cultivé, qui connaît le foot, parce que c'est un ancien joueur, ce qui est très rare dans le foot, c'est même assez unique actuellement dans le football, et qui a de la personnalité. Donc pour le Stade Rennais, c'était beaucoup de chance. C'était beaucoup de chance.
Alors, c'était des mots presque d'amour pour son président René Aruelo. Tu voulais réagir à ces paroles-là, Walid? Non, moi je respecte l'homme, je respecte l'entraîneur, sa vision du football aussi. Maintenant, ces images-là, j'ai l'impression de les revoir trop souvent chez Christian Gourcuff. Il avait eu un problème avec Loïc Ferry à Lorient. Il avait eu un problème aussi avec la fédération algérienne. Oui, non, avec la quand fédération il était algérienne. sélectionneur de Pour l'Algérie. défendre un petit peu avec la fédération algérienne, c'est toujours très Bien- compliqué bien entre sûr. les entraîneurs et la fédération. Bien sûr, mais moi aussi j'étais de cet avis-là, Loïc, mais j'ai l'impression Ça fait beaucoup. ça commence à faire beaucoup. C'est qu'à chaque fois, il y a des problèmes. Il nous explique qu'il y a des coups dans le dos, qu'il n'est pas en phase avec les dirigeants à chaque fois, que ce soit en sélection ou en club. Est-ce qu'il y a un problème Gourcuff? Moi, j'aimerais bien le savoir. On n'est pas vraiment dans le club, donc on n'a pas les tenants et les aboutissants, mais ça m'interpelle. Alors Gourcuff, il avait fait certes un mauvais début de saison, mais il semblait avoir trouvé la formule. Loïc en parlait, c'est 4 victoires consécutives, toutes compétitions confondues depuis le début de saison. Est-ce que vous trouviez que Rennes était si mal en points? On voit le bilan de Gourcuff depuis le début de saison. Est-ce que vous trouvez que Rennes était si mal en points, Walid? Non. Faut savoir que même en début de saison, il y a j'ai trouvé que cette équipe, on en avait parlé dans le débrief de Rennes-Bordeaux. Je trouve que cette équipe est en amélioration et que même au début de saison, il manquait vraiment de réussite. Rappelez-vous des matchs contre Dijon où ils gagnent 2-0, ils se font rattraper dans une fin de match assez folle où ils n'arrivaient pas à maîtriser. À Toulouse aussi, ils gagnent 2-1 à la 70e. Le match contre Marseille aussi. Voilà, qui était pas mal. oui, mais je parle juste des Oui. résultats décevants. Ah oui, décevant, pardon. Mais dans la manière, il y avait quand même un fil conducteur et je trouvais qu'en les regardant, ça allait aller en amélioration dans les résultats. Et on le voit depuis 3-4 on le voit depuis les 3-4 matchs. Surtout quand on voit le premier match de Rennes qui est contre 3, il me semble, ils entament la saison contre 3, où ça a été très très laborieux. Donc justement, Ils font un partout, ouais. Voilà, c'est ça, ils font un partout, c'est très difficile dans le jeu. Donc ouais, clairement, il y avait une vraie amélioration. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, finalement, c'est en ça que j'ai du mal à comprendre. C'est comme tu disais tout à l'heure par rapport à Gourcuff, à chaque fois qu'il y a un souci par rapport à ces clubs, moi j'ai l'impression que le club ne se trouve pas forcément dans une mauvaise situation à chaque fois. Il me semble qu'à Lorient, ça se passait pas bien trop sûr. mal, moins bien que comme ça avait pu se passer auparavant, mais ça se passait pas trop mal. Mais voilà, clairement, il avait trouvé il commençait à trouver la formule, il avait mis l'équipe sur de bons rails. Surtout qu'il avait demandé des joueurs au mercato, des joueurs qui sont venus, qui ont apporté et qui ont peut-être eu des pépins physiques. Je pense à Ismaïla Sarr, je pense à Wabi Kasri qui a mis un peu de temps à se mettre en forme. Mais c'est des recrues, même Bourigeaud, c'est des recrues qui ont vraiment influé sur le Stade Rennais. C'est peut-être justement l'effet début de saison raté. C'est peut-être ces recrues-là qui donnent l'effet début de saison raté, c'est-à-dire qu'avec un mercato plutôt prometteur, Intéressant, ouais. ce dont on avait un petit peu perdu l'habitude avec le Stade Rennais, avec un mercato plutôt prometteur, on s'attendait à un début de saison plus séduisant de la part de Rennes. Et justement, c'est ces résultats approximatifs qui ont fait qu'on a eu l'impression que Rennes n'était pas à sa place. Mais encore une fois, moi, ce que je ne comprends pas, au-delà de la décision, même si j'ai émis des réserves par rapport à la gestion de Gourcuff face à sa hiérarchie, moi, je ne comprends pas les choix de Saint-Cernin, que ce soit le père ou le fils, parce qu'on sait que le fils influe beaucoup sur les décisions. Moi, je ne comprends pas comment passer du tout au tout comme ça après quoi, 11 journées. On est à 11 journées, surtout que le recrutement a été fait pour Gourcuff. Pour la philosophie dans les profils qu'il désirait. Voilà, dans les profils qu'il désirait. Et là, au bout d'11 journées, alors ils sont à 4-5 points de l'Europe, on sait que la Ligue 1, avec une bonne série, on peut se retrouver très très vite vers le haut. On l'a vu avec Nantes, qui avait fait un mauvais début de saison, et avec 4 matchs gagnés, ils sont aux portes du podium. Moi, je comprends pas. Qu'est-ce qu'on fait? On fait table rase, on repart. Est-ce que Mawassa, est-ce que des joueurs comme André, avec des profils de petite taille, qui techniquement sont au-dessus de la moyenne, on va repartir sur du Galtier, sur du Heinze, moi j'arrive pas à comprendre. On va parler de la succession justement. Il y a 3 noms qui ressortent pour remplacer Christian Gourcuff. On a d'abord le nom de Gabriel Heinze, qui peut-être aurait sa première expérience. Un plus expérimenté, Laurent Blanc, qui retrouverait Olivier Létang qu'il avait eu au Paris Saint-Germain, et un ancien briscard de la Ligue 1 qui a plus de club ces saisons, Christophe Galtier. Je vais vous demander peut-être, vous, celui qui vous séduirait le plus pour prendre ce poste d'entraîneur du Stade Rennais. Loïc, toi tu préférerais lequel ? Moi, j'ai pas mal d'amour pour Gabriel Heinze, notamment pour le joueur qu'il était d'abord. Ensuite, par rapport à l'entraîneur qu'il est aujourd'hui avec Argentinos Junior, il est 9e en championnat argentin avec 4 victoires, 1 nul, 3 défaites. C'est 12 buts marqués, 9 buts encaissés. Donc, c'est des matchs assez ouverts. Voilà, moi, Heinze, je pense que il peut apporter... il pourrait y avoir un choc psychologique auprès des joueurs. Il y a des entraîneurs qui vont être plutôt sur la tactique, d'autres qui vont être plutôt sur
le management d'effectifs, mental, etc. Je pense que Heinze, c'est ce qu'il peut apporter à Rennes, c'est ce qui manque à Rennes depuis longtemps. Toi, ton choix, Walid, je peux rejoindre. Oui, bien sûr, tu peux réagir là-dessus. Par rapport à Heinze, oui, bien sûr, il est de l'école Bielsa, c'est un Argentin, on sait qu'il aime le beau jeu, il a une très belle philosophie, surtout il est entre Bielsa et Simeone, pour avoir vu quelques matchs en championnat d'Argentine, voilà, il met de la grinta, il met de la hargne, il a besoin de joueurs qui l'ont, et je trouve que l'effectif de Rennes n'est pas adapté au profil d'Heinze, surtout que le championnat d'Argentine, on le connaît, il est très très spécifique. Venir à Rennes dans ces conditions-là, pas avec ses joueurs. En France, avec des défenses plutôt rugueuses, ça serait un peu plus compliqué. Surtout que le mercato arrive un peu tard, et que le mercato d'hiver, il est très très particulier. Je pense que moi, je ne trouve pas qu'Heinze soit le meilleur choix. Je pense que pour toi, ça serait pour moi, c'est Laurent Blanc. Même si je ne pense pas qu'ils le feront, parce que Laurent Blanc a refusé des offres beaucoup plus belles que notamment la Roma, etc. Il préfère jouer au golf pour l'instant. Voilà, exactement. il a refusé quelques offres. Je ne pense pas que Laurent Blanc viendra à Rennes, mais en tout cas, je pense qu'en termes de philosophie, c'est celui qui se rapproche le plus de Gourcuff sur ce qu'il nous a montré au Paris Saint-Germain ou à Bordeaux, même si c'est pas un 4-4-2, mais voilà, dans un 4-3-3 assez offensif. Il a des préceptes de jeu, il a l'expérience pour lui, il a les titres. La possession du ballon. Voilà, il a les titres qui parlent. Il a un agent, son agent Jean-Pierre Bernès, qui pourrait lui ramener quelques joueurs assez performants tout de suite. Donc ouais, je pense que Blanc se rapproche beaucoup plus de Gourcuff. Après Walid, justement, tu parlais d'effectifs. Blanc a souvent eu des effectifs plutôt pas mal. Ouais, voilà, plutôt beau à voir. C'était à Bordeaux, il y avait quand même pas mal de très très bons joueurs. À Paris, on va pas refaire l'effectif. J'aimerais bien aussi, je me demande aussi si à Rennes, avec un effectif en deçà de ce qu'il a pu avoir avant, est-ce qu'il serait capable de renouveler les performances qu'il a pu déjà faire. Mais ça, je suis d'accord. Ça, je suis d'accord, Loïc. Mais sur les trois qu'on nous propose, moi demain, les trois le plus expérimenté, les trois CV, tu signerais pour le CV, on est d'accord. Pour plusieurs choses, le CV, la philosophie de jeu et surtout l'expérience. Je pense qu'il remplit les trois critères. Maintenant, je pense que Rennes, il retrouverait un certain Johan Gourcuff. Bien sûr, bien sûr. Mais le problème, c'est que je pense que Laurent Blanc a une très haute estime de lui-même. Et que Rennes, pour lui, c'est pas assez. Ça serait de la régression. Je pense que lui, il veut United, ou il veut l'Inter, ou il veut Milan. Il y a un troisième nom qui rentre aussi donc, dans la discussion, c'est celui de Christophe Galtier. Personne n'en veut, lui. Reconnaisseur de la Ligue 1, peut-être le plus probable, puisque Laurent Blanc, ça serait peut-être pas assez prestigieux. Gabriel Heinze est encore assez expérimenté, et puis il est en poste en Argentine. Christophe Galtier, s'il arrive au Stade Rennais, est-ce qu'il aurait la capacité de pouvoir essayer d'amener peut-être le Stade Rennais en Europe ? Vu l'effectif, moi j'y crois pas. Vu l'effectif, mais je pense que Galtier va aller à Rennes. On avait eu des échos par rapport à l'imbroglio qu'il y avait eu il y a 10 jours. Le duo, c'était l'étang Galtier qui était annoncé. Donc je pense que la suite logique va arriver. On va revoir la composition du Stade Rennais pour voir ce que Christophe Galtier, s'il est choisi, bien sûr. Encore une fois, sur ce qu'on a vu à Saint-Etienne depuis 3 ans. Alors oui, il y a une régularité dans les résultats. Il y a des beaux parcours en Europe. Mais en termes de jeu, là on passe du tout au tout. C'est vraiment le jour, c'est vraiment le jour et la nuit. Il y a la question de l'effectif qui se pose encore. Bien sûr. On sait qu'il aime l'impact physique. On sait que il est très très pragmatique, à un point élevé. Moi, sincèrement, je ne comprends pas. Passer de Gourcuff à Galtier, pour moi, ce serait une erreur. Loïc, pour toi, c'est pareil. Galtier, ça serait un trop gros changement. Ce serait un pas en arrière. Et puis, comme je le disais il y a quelques instants, par rapport à l'effectif du Stade Rennais, je me demande si avec cet effectif-là, il pourrait remettre en place tous ces principes, tous ces préceptes. Après, il y a une défense à Rennes qui est peut-être... Il y a peut-être de quoi bâtir sur cette défense-là. Devant, il y a aussi de la qualité. Non mais Loïc, encore une fois, Ben Sebaini, Niagnon, c'est pas les défenseurs que Galtier aime. C'est pas les défenseurs que Galtier aime, on est d'accord. La relance, ça n'existe pas. C'est pas Yalsal, c'est... Certes, mais justement, là, avec ces joueurs-là, il va pouvoir appliquer quelque chose... Enfin, il aura des avantages qu'il n'a pas pu avoir à Saint-Etienne avec les défenseurs qu'il avait, avec Sall ou Sako. Ou Théophile Catherine. Ou Pogba. Avec ces défenseurs-là, il aura une capacité de relance qu'il n'avait pas avant. Et peut-être qu'on va pouvoir voir Galtier
s'essayer à de nouvelles choses, je sais pas, par rapport à son effectif. Peut-être que c'est lui qui va s'adapter un petit peu à son nouvel effectif, je sais pas. Moi, en tout cas, je pense que ça reste un pas en arrière de prendre Galtier. Mais Romain, même pour Galtier, moi je me mets à sa place, il nous avait expliqué après Saint-Etienne qu'il avait envie de prendre du repos, qu'il était un peu malade, qu'il était un peu souffrant, et qu'il voulait arrêter d'entraîner en Ligue 1 et qu'il voulait vraiment voir une nouvelle expérience à la Puel ou à la Garcia. Même que s'il partait de Saint-Etienne, c'était pour vraiment quelque chose de beaucoup plus élevé. Exactement. Parce que peut-être quelque chose à l'étranger plutôt que de Exactement. Et même pour lui, revenir à Rennes, alors qu'on sait très bien que depuis 4-5 ans, les entraîneurs se succèdent. On a eu Montagny, on a eu Gourcuff. Quel club, et Antonetti aussi, quel club en Europe pourrait proposer quelque chose à Galtier? On a vu par exemple West Ham qui a viré Bilic et qui a pris tout de suite. Je sais pas, mais un club de milieu de tableau en Angleterre, Swansea ou etc. Des clubs en Italie. Ouais, ou même en Italie, une équipe de milieu de tableau. On sait très bien que les entraîneurs doivent franchir des paliers, donc tu dois faire tes preuves. Quand on voit Di Francesco, ce qu'il a fait à Sassuolo, derrière ça lui a apporté d'aller à la Roma. Il y a plein d'exemples comme ça. Je pense qu'il faut un club milieu de tableau parce que personne dans le top 8 de chaque championnat irait chercher Galtier. Pour toi, ça serait vraiment faire un pas en arrière pour Galtier aussi, de passer de Saint-Etienne l'année dernière au Stade Rennais. Oui, bien sûr, parce que si on prend la courbe de sa carrière, à un moment donné, on a parlé à l'Olympique de Marseille. On a parlé de lui à l'Olympique de Marseille. Il a préféré rempiler à Saint-Etienne. Derrière, il nous explique que c'était l'année de trop et ils ont pris Garcia. Donc, le problème, c'est que Garcia n'est pas prêt de bouger. Si sincèrement, l'ambition de Galtier, c'est de rester en France, c'est d'être dans le top 4 minimum. Donc Lyon Monaco, c'est pas possible. Saint-Etienne. L'OM ou Nice à la limite, mais c'est pas plus haut que Saint-Etienne. Ça sera un peu plus compliqué. On verra de toute façon l'avenir du Stade Rennais. On aura sûrement une annonce avant la fin de la trêve internationale pour le nouvel entraîneur. Plus tôt, je pense. Je pense que demain, il y aura une annonce. Rennais. Oui, peut-être demain, oui, c'est possible, on verra. En tout cas, les 3 pistes, on les a vues, c'est Laurent Blanc, Gabriel Heinze ou Christophe Galtier. On va passer à l'Italie. L'Italie, attention, petit changement de plateau là encore. Hop. Joséphine Ange Gardien. Ça va, de mieux en mieux. Je me suis briefé avec Zachary qui a la technique aujourd'hui. Il y a eu du travail. Il y a eu du travail. Après la réunion, vous avez pris des décisions. J'ai pas écrit de texte, on a fait ça pendant 20 minutes. Donc on va parler du Milan AC. Le Milan AC qui est 7e en Serie A cette année. Les repreneurs chinois sont arrivés en mai dernier. Ils ont dépensé 700 millions d'euros pour prendre les parts du Milan AC. L'année dernière, c'était un projet qui était basé sur le centre de formation. On avait notamment Donnarumma, Locatelli, on avait Romagnoli aussi qui est toujours là. Cette année, on a eu un recrutement ambitieux, plus de 200 millions d'euros dépensés, mais pour des résultats qui sont pour l'instant pas satisfaisants. On voit 228 millions d'euros dépensés. Des résultats qui sont pour l'instant pas satisfaisants. Le Milan est 7e, 19 points, à 8 points de la Roma et 9 de la Lazio qui est 4e, alors que ces deux clubs ont un match en moins. Au vu de l'influence qu'ont eu les recrues du Milan cet été, est-ce que vous trouvez que le mercato du Milan est raté, Walid? Sur le papier, tout le monde a crié au génie cet été. Moi, le premier, j'avais trouvé ça très très intéressant, mais avec un peu de recul, encore une fois, on le sait, les mercatos... c'est sur le terrain qu'on estime s'ils sont bons ou pas. On l'a vu avec Everton notamment, où c'était le même cas de figure. Sur le terrain, ils n'arrivent pas à se trouver. Il y a des automatismes qui ne sont pas bons. Il y a aussi une grosse part de responsabilité pour Montella. On va en parler après de Montella. On en parlera après, mais moi je trouve que dans ce recrutement-là, avec un peu de recul, à part Bonucci et encore, on n'a pas le Bonucci de la Squadra Azzurra ou de la Juventus, mais... En termes de très gros joueurs, on n'en a pas. C'est des paris sur l'avenir, des caissiers, des Çalhanoğlu, des joueurs qui doivent confirmer. Et on n'a pas pris Aubameyang, on n'a pas pris des joueurs confirmés qui ont un gros CV. Et je trouve que c'est ce qui leur manque par rapport au gros de la Serie A. Ils n'ont pas de top player. À toutes les lignes, ils n'en ont pas, malheureusement. Sur le mercato du Milan AC, c'est vrai que c'était un mercato qui était ambitieux, qui paraissait ambitieux parce qu'il était jeune et puis il était intéressant. Le résultat n'est pas encore là pour l'instant sur le terrain. Je pense que c'est tôt, vraiment tôt pour parler de résultats quand on a un mercato qui est aussi mouvementé. Là, sur les statistiques que j'ai, c'est plus de 25 départs, plus de 30 arrivées. C'est énorme comme changement d'effectif. Je vais faire un parallèle un petit peu avec Lille, qui a eu un mercato assez semblable, toute proportion gardée. C'est toujours très très difficile de reprendre un effectif à zéro et de repartir. Même s'il reste des joueurs de l'année dernière, c'est toujours très difficile de changer un effectif aussi profondément. Et je pense qu'il faut au moins un an,
au moins un an pour commencer à... Alors, mais le on va problème, on va voir une différence très intéressante. On va voir la compo. D'abord, la dernière compo de la saison dernière, c'était contre Cagliari la dernière journée. On va la voir normalement à l'écran. Donc cette compo avec Donnarumma et Suso, ce seront les deux seuls joueurs qui sont restés. Calabria est encore dans l'effectif, Paletta est encore dans l'effectif, mais ce sont des joueurs qui ne sont quasiment plus là. Paletta est parti, pardon, excuse-moi. Paletta est parti. Locatelli est toujours là, mais Locatelli ne joue quasiment pas. Bacca est parti, Honda est parti, Kouchka est parti, Fernandez est parti. Tout ça, ce sont des joueurs donc, qui ne sont plus là. Maintenant, on va mettre la compo du match peut-être le plus important depuis le début de saison, c'est contre l'Inter Milan. On voit beaucoup d'arrivées, Ricardo Rodriguez, Leonardo Bonucci t'en a parlé, Musacchio, Biglia, Kessié, Borini qui est venu de Sunderland, André Silva. Comment, Walid, comment on peut faire pour incorporer toutes ces recrues ensemble? Non, mais pour reprendre l'avis de Loïc et d'aller dans le prolongement du débat, moi je trouve que c'est trop facile de parler de temps. Surtout quand on est le Milan AC, le recrutement c'est la phase 1, ça me fait penser un peu au PSG en 2011 ou en 2012. C'est un recrutement assez standard Serie A, mais on le savait tout de suite que malheureusement il y avait un manque de talent. Maintenant le problème c'est que, encore une fois, ce qu'on voit sur les compos, c'est qu'il y a eu un changement de système. Il y a eu un changement de système provoqué par l'arrivée de Bonucci. C'est Bonucci qui a demandé à jouer à 3 pour être le plus à l'aise. Sauf que le problème c'est quand ton meilleur joueur, ton capitaine, alors que Montella lui a donné les clés, un peu comme Genesio avec Fekir. Mais quand cette individualité ne répond pas sur le terrain, c'est très très compliqué. Surtout que malheureusement au Milan AC, tu parlais du derby, c'est la compo du derby, quand il repasse en début de deuxième mi-temps à 4 derrière, en 4-4-2, il fait des changements. On voit, c'est la meilleure période du Milan, c'est peut-être le meilleur temps fort depuis le début de saison. On a vu un Milan offensif, on a vu un Milan se trouver dans les petits espaces, et on a revu Suso à son poste avec Çalhanoğlu, parce qu'en 9,5, il n'y arrive pas. Il est meilleur sur le côté droit. Il est bien mieux sur le côté droit ou sur le côté gauche pour rentrer faux pied, il a une qualité de frappe, il a une qualité de percussion, et malheureusement, moi je trouve que à cause de Bonucci, on sacrifie les meilleurs joueurs. Et c'est pour ça que je pense que Montella a énormément a une part de responsabilité énorme dans le début de saison. Parce que depuis le début de saison, ils ont joué 20 matchs. Mais 20 matchs, il faut savoir qu'ils ont repris en juillet l'Europa League. C'est très intéressant ce que tu dis, parce que sur les 20 matchs officiels joués par le Milan AC, il n'a jamais aligné 2 fois de suite le même 11, Vincenzo Montella. Pour vous, pour toi Loïc, c'est le principal responsable de la méforme du Milan? Sur ce que tu dis par rapport au fait d'aligner plusieurs fois le même 11, c'est à double tranchant, c'est-à-dire soit on essaie de concerner un petit peu tout le monde et on donne du temps de jeu un petit peu à tout le monde, soit on essaie de trouver des automatismes, et dans ce cas-là, on garde plusieurs fois le même 11 de manière consécutive. Et encore une fois, c'est compliqué, il y a une équation qui est difficile par rapport à ça. Comment créer des automatismes dans un effectif qui est complètement renouvelé? Après, sur ce que tu dis, je suis d'accord avec toi par rapport au fait que jamais on ne doit donner les clés les clés tactiques à un seul joueur, aussi grand soit-il, aussi vedette du mercato, aussi patron soit-il, puisque c'était le but, c'était qu'il soit le patron de la défense. Là, clairement, comme depuis le début de saison, il répond pas à quoi on s'attend de la part de Bonucci. Donc non, Montella n'a pas pris ses responsabilités par rapport à ça. Je lui mets la faute, je lui mets une partie de la faute, sans pour autant l'incriminer totalement en disant que c'est le seul responsable. Oui, parce que Loïc, ce qu'il faut dire aussi, c'est que Montella, c'est le seul entraîneur de l'ère sur les 4-5 dernières années. Sidor, Inzaghi, il y a eu Miljalovic aussi. C'est des entraîneurs qui n'ont pas eu cette chance d'avoir un recrutement aussi performant et une stabilité. Parce que moi, je pensais que Montella allait sauter après le derby, même après le match contre la Juve aussi. Même le match contre la Roma. Non, contre la Lazio. Mais contre la Roma, je pensais vraiment qu'il était fragilisé. Non, on lui laisse du temps. On lui laisse 20 matchs. Et malheureusement, quand la stat un peu sur les 2-11 qui changent à chaque fois, elle est un peu trompeur parce qu'ils jouent l'Europa League. Et ils jouent l'Europa League contre des équipes, l'AEK Athènes, ils ont joué des équipes... Rijeka. Voilà, des Rijeka, des équipes modestes, donc il fait tourner. Parce que la priorité, c'est à la Serie A. Mais en Serie A, ça reste quand même... L'ossature, elle est toujours là. Biglia a fait beaucoup de matchs. La colonne vertébrale est là. On l'a vu sur la défense, on en parlait tout à l'heure, cette défense à 3 qui était dans ce match contre l'Inter, Bonucci, Romagnoli, Musacchio, elle était alignée en Serie A que 3 fois. En début de saison, Romagnoli ne jouait pas beaucoup. Maintenant, c'est Musacchio qui est préféré à Zapata.
À votre avis, Musacchio, ils ont payé 18 millions pour le faire venir. De Villarreal, oui. Le Bonucci, ils ont payé 42 millions pour le faire venir. Romagnoli, c'est un produit du centre de formation. C'était censé être les trois qui devaient être absolument en défense centrale. Pourquoi il ne fait pas ce choix-là en préférant par exemple Zapata? Non, mais après, il y a eu des blessures, il y a eu des méformes, il y a eu des suspensions. Donc je pense que c'est à cause de ça. Maintenant, moi, ce que je ne comprends pas, c'est que Musacchio, ses meilleures performances, il a joué à 4 derrière avec Villarreal. Donc de jouer axe gauche, alors qu'on sait très bien que à 3, quand tu as le ballon, tu dois monter, tu dois faire la première passe. C'est beaucoup plus compliqué. C'est un joueur qui aime le duel. Et je pense qu'à 4, il serait beaucoup plus à l'aise. Encore une fois, Romagnoli, c'est la même chose. L'an dernier, il jouait à 4. Et je trouve qu'encore une fois, Bonucci, parce que c'est le capitaine, doit remonter l'info à Montella. Il le voit comme nous. Il connaît le football, Bonucci. Il le voit qu'à 4, c'est beaucoup mieux et que surtout, offensivement, ils sont beaucoup plus performants parce qu'il y a un problème de numéro 9 aussi. C'est pas Bonucci, même en tant que capitaine, de devoir dire à Montella, qui est l'entraîneur, comme ça marche pas, comme ça marche, je veux jouer oui, comme parce ça. Que Loïc, c'est à Montella de prendre ses responsabilités à un moment donné. Loïc, c'est Bonucci qui a demandé à Montella qu'il était plus à l'aise dans une défense à 3. Le dernier décisionnaire, ça reste Montella. Ouais, bien sûr. C'est à lui de changer dès le départ. On ne doit pas attendre après Bonucci de dire ça marche, mais comme ça marche. Bonucci, il a un système, il a une préférence pour un système, il gardera ce système. C'est tout. C'est à Montella de prendre ses responsabilités et c'est là que je lui mets la faute dessus. Maintenant, pour revenir sur le mercato, il y a aussi la question de la cohérence du mercato qui se pose. On parlait de Musacchio qui préfère jouer à 4 derrière, de Bonucci qui lui préfère jouer à 3 derrière. Est-ce qu'on a pris des joueurs qui étaient compatibles, qui étaient capables de jouer les uns avec les autres? Là aussi, c'est vrai. Non, mais c'est tout vrai. à l'heure, on parlait de temps aussi. Il y a un gros risque qui a été pris de la part des dirigeants du Milan AC, c'est-à-dire de faire un mercato où on se met dans le déficit. Aujourd'hui, oui, ils ont dû faire des prêts avec obligation d'achat de 1 ou 2 ans, pour, notamment sur Kessié et sur Borini, pour rester dans le fair play financier. Voilà, c'est ça. Et financièrement, du coup, ça les oblige. Il y a une obligation de résultat pour le Milan AC. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut du temps pour un effectif comme ça. Donc finalement, l'impression que j'ai par rapport à Milan, c'est qu'ils sont un petit peu enfermés dans quelque chose dans lequel ça va être difficile de sortir. Loïc, c'est intéressant parce qu'il y a le problème de offensif, les deux numéros 9, Kalinic et André Silva, qui sont à peu près du même profil, attaquant de surface, très très grand, bon de la tête, même si André Silva a une palette un peu plus large, mais il a du mal à les associer, donc il met soit Souzo derrière, soit Çalhanoğlu, ça ne fonctionne pas, parce qu'on sait que Çalhanoğlu à Leverkusen, il jouait côté, Souzo la même chose, je vais pas me répéter, donc c'est vrai qu'il y a une compatibilité qui est défaillante. Puis il a fait des choix aussi un peu farfelus, Fabio Borini. Ouais, latéral. Enfin, piston droit. Oui, piston droit dans le 3-5-2. Il a essayé de l'installer, notamment dans le match contre l'Inter, le match contre la Juve, alors qu'il n'y avait pas forcément le même rendement. Mais tu sais d'où ça vient, ça, Romain? C'est encore une fois les matchs d'Europa League. Parce que, rappelle-toi, même la hype Coutronnet Patrick Coutronnet, le petit jeune qui a fait une très bonne préparation. Il a fait une très bonne préparation. Il a joué les matchs d'Europa League en bois là, en août et en juillet. Il a fait de très bonnes prestations. Donc Montella s'est appuyé dessus en début de saison et il a mis du temps à incorporer les attaquants. Et Borini, c'est la même chose. C'est les deux joueurs qui étaient sortis gagnants de cette prépa. Et je pense que c'était une erreur. Il a perdu énormément de temps. Et on le voit dans les gros matchs, malheureusement, que ce soit contre la Roma, contre la Juve et contre le Milan. Contre la Roma, c'était un match qui était plutôt intéressant, avec pas mal de problèmes par contre dans la finition. Bien sûr, mais il y a un manque de finition, il y a beaucoup de cœur, il y a beaucoup de courage. Mais le problème, c'est qu'il y a un manque de talent. La Roma, sur la première mi-temps, ils n'existent pas, ils acceptent les temps faibles, mais derrière, t'as Nainggolan, t'as Dzeko, c'est des joueurs qui n'existent pas au Milan AC. Justement, ces individualités-là, toi tu dis qu'elles n'existent pas, le peu d'individualités qui étaient censées émerger brillent par leur inconstance. On a parlé de Bonucci déjà tout à l'heure. Kessié, qui était un homme fort de l'Atalanta Bergame l'année dernière, est arrivé. Il a joué quasiment tous les matchs, 19 matchs sur les 20. Grosse déception. Et c'est une grosse déception parce qu'il n'est pas constant. Non, mais grosse déception. C'est un joueur que j'adorais l'année dernière à l'Atalanta, qui est une équipe qui termine 4e de Serie A, avec Gagliardini notamment qui est parti à l'Inter. C'était vraiment les deux qui muselaient ce milieu de terrain. C'est un joueur box-to-box. C'est un mélange un peu de Yaya Touré et de Série avec une technique, mais on ne la retrouve pas cette saison. Je trouve qu'il a un gros manque de lucidité, que physiquement, ça fait partie des joueurs comme Matuidi ou comme Sterling qui ont besoin d'être à 100%. Et peut-être qu'il n'a pas fait une préparation assez bonne. Je sais pas comment. Et pourtant, il joue 19 matchs sur les 20. Je sais pas comment l'expliquer, mais tu parlais de manque d'efficacité. Lui, dans le dernier geste, il doit apporter ça. Il doit apporter cette liaison milieu-attaque. C'est à lui qu'on demande. C'est pas à Biglia qui lui est sentinelle et il n'y arrive pas. Loïc sur Kessié. Sur Kessié, moi, sur ce que j'ai vu face à Sassuolo, le dernier match, j'ai vu de bonnes choses. C'est pas son plus mauvais match. Ouais. C'est pas son plus mauvais match.
Après, voilà, il y a un problème d'inconstance. Sur ça, on est d'accord. Il n'a pas le niveau qu'il a pu avoir l'an dernier. Mais ça, voilà, pour prolonger ce que tu disais tout à l'heure par rapport au manque de grands joueurs, de top players à Milan, c'est peut-être, encore une fois, je vais faire un parallèle avec Lille parce que je trouve que il y a une ressemblance. Dans les projets, dans le renouvellement de l'effectif. Dans le renouvellement de l'effectif, je trouve qu'il y a une ressemblance. Et quand on renouvelle un effectif comme ça à ce point, je pense qu'il faut des joueurs qui ont une vraie expérience, qui ont, comme Bonucci, mais juste Bonucci, ça ne suffit pas. Je pense qu'il en fallait un par ligne de joueurs qui a l'expérience. C'est ce qui a été tenté avec Biglia, peut-être au milieu, mais pas devant. Non, mais encore une fois, Biglia, c'est pas un joueur, c'est un joueur qui va te stabiliser ton milieu de terrain, c'est un joueur qui est plein de roublardise, qui a une grinta, c'est-à-dire qu'il va essayer de couper les actions, mais c'est pas lui qui va te faire le jeu. Il y a un problème de fond de jeu dans cette équipe-là. Il y a un gros problème. Et c'est là que Souzo et Çalhanoğlu ne font pas le travail depuis le début de saison, mais ils jouent un match sur deux, un match sur trois. Je voulais en revenir justement à ces deux-là, qui ont un profil un peu similaire dans le sens où ils brillent par leur inconstance. Souso est capable d'éclair, Çalhanoğlu pareil, mais sur le terrain, c'est un match sur deux, sur trois, ouais, c'est ça. C'est des joueurs qui disent... Mais même si vraiment on analyse un match de Souso ou Çalhanoğlu, il va te faire 20 minutes à haute intensité et tu vas plus le revoir. Et c'est ça le problème aujourd'hui, au haut niveau, dans des gros matchs contre la Juve ou contre la Roma. Alors oui, ça peut suffire contre Spal, contre l'Udinese qu'on a vu en début de saison, ça gagne 2-1, ric-rac, et il n'y a pas de fond de jeu. Mais malheureusement, au haut niveau, c'est pas possible. Et je suis d'accord avec Loïc, le problème c'est que, encore une fois, le pire dans tout ça, c'est que le seul taulier que tu ramènes, Bonucci, il est pas bon. Ne répond pas présent. C'est quand même on va voir la stat offensive. On va voir la stat offensive des buteurs du Milan AC qui résume assez bien la situation. Beaucoup de buteurs différents. Souso, Silva, Kalinic, Crotone aussi, mais peu de buts. Finalement, on n'a pas un qui émerge, comme par exemple Ciro Immobile à la Lazio qui met 14 buts et Dzeko à la Roma. C'est ça le problème, c'est qu'on n'a pas forcément ce grand attaquant qui peut permettre au Milan de passer un cap. Après, c'est compliqué. J'ai vu du côté des supporters de Milan, on se plaint un petit peu du fait que Silva ne joue pas assez. Que souvent parfois il est remplaçant, parfois il est titulaire. On demande vraiment à ce qu'il ait du temps de jeu et d'insister sur lui. C'est peut-être ça aussi le problème, c'est que il n'y a pas de choix qui a réellement été fait par rapport à l'attaquant titulaire. Silva, précision, qui a mis 6 buts, les 6 en Europa League, 0 en Serie A. Ouais, en Europa League contre je sais pas qui, contre Rijeka, contre la Athènes, etc. Voilà, Mais voilà, il n'y a pas un choix qui a réellement été fait sur le titulaire numéro 9 à l'AC Milan. Et c'est aussi un problème. Il faut, pour acquérir de la constance dans le talent, il faut de la constance dans les compos, tout simplement. Et voilà, les supporters de Milan se plaignent tu l'as dit en introduction, Romain. Quand on regarde aujourd'hui le classement des buteurs de Serie A, 14 buts Immobilier, 11 Icardi, plus de 10 buts pour Dybala, Higuaín. Je crois qu'Higuaín et Dybala ils sont à plus de 15 buts à eux deux. Aujourd'hui en Italie, il faut des grands buteurs. Il faut des grands buteurs pour te sortir des matchs compliqués. Des situations très très compliquées quand tu vas jouer à l'extérieur. Et ça, ils l'ont pas. Il y a beaucoup de carences et il y a beaucoup de lacunes. Ils l'ont pas parce que les buteurs ne sont pas installés, ou ils l'ont pas parce que les buteurs n'ont pas de talent. André Silva a joué contre la Roma, il a des occasions, il les met pas. Il y a un manque de confiance. Peut-être que c'est dû aussi à la continuité des compositions et des matchs, mais on le voit en dessous. Kessié fait peut-être toute la saison. Souzo est titulaire à presque tous les matchs, il n'y arrive pas aussi, donc je pense pas que ça explique tout. Il y a un souci de talent. Kalinic, il fait une grosse saison avec la Fiorentina l'an dernier, on retrouve pas le Kalinic, alors c'est une animation offensive, c'est encore une fois, et j'en reviens à Montella, à un moment donné, il faut pas le décharger de cette responsabilité, c'est à lui de créer quelque chose. Il a eu du temps, il a quand même des joueurs intéressants. Alors oui, c'est pas des grands joueurs, mais quand on voit l'effectif de Naples à la base, avant Sarri, on se dit que ce Milan-là pourrait faire bien mieux. Voilà. C'est vrai qu'ils ont un déficit par rapport aux très grands, par rapport à l'Inter. Ils n'ont pas Perisic, ils n'ont pas Icardi. Je ne vais pas tous les citer. Mais si vraiment tu mets un collectif, comme Simone Inzaghi le fait à la Lazio, normalement tu vois mieux que ça quand même. Après, tu compares avec Naples, mais par rapport à Naples a des joueurs qui sont présents au club depuis un petit moment. Oui, bien sûr. Non, mais je parle même il y a 2 ans, quand Sarri reprend après avec Benitez. Il y a un projet. Même tu vois, dans le fond de jeu, dans la philosophie, il y avait quelque chose. Là, malheureusement, il n'y a rien. Ce que je pense, c'est que le foot, en tout cas dans un vestiaire, il y a un organigramme. C'est-à-dire que l'entraîneur sera au sommet de la pyramide. En étape intermédiaire, on aura justement ce que Bonucci est censé incarner, les joueurs, les cadres. Les capitaines, les cadres.
Et un seul cadre, c'est pas suffisant. Et c'est peut-être pour ça aussi que ça manque de régularité à Milan, parce que quand on n'a pas des gens pour encadrer un vestiaire, quand on n'a pas des joueurs éléments clés pour encadrer un vestiaire, qui sont au-dessus en du dessous, ça collectif. suffit pas. Non, mais je pense que voilà, il manque cette étape dans Mais cette Loïc, pyramide. c'est à ces joueurs-là, comme Souzo. Souzo, ça fait combien de temps qu'il est au club? 2 ans, 2 ans et demi, 3 ans. Ouais, mais est-ce que Souzo, on peut le mettre à la hauteur d'un Zica Naples, d'un Callejon? Non, mais à un moment donné, Insigne, il a mis du temps, il a mis 2 ans à émerger pour être le Insigne qu'on connaît aujourd'hui. L'an dernier, il a franchi des paliers, il a mis 16 buts. À un moment donné, il faut que ces joueurs-là prennent des responsabilités et progressent. Souzo, je suis désolé, c'est pas assez consistant, et Montella lui donne les clés du jeu. Alors peut-être qu'il n'est pas à sa place, mais c'est un joueur qui dézone beaucoup, et il doit faire beaucoup mieux. Et Bonaventura vient d'être intégré au 11 depuis 4-5 matchs. Il revenait de blessure. Lui aussi, c'était un bon joueur. Dans le marasme milanais, c'était peut-être l'un des meilleurs les 2 dernières années. Il apporte du mieux, mais il doit progresser. Ces mecs-là doivent progresser, et surtout, ils doivent avoir le niveau du standing du Milan AC. Aujourd'hui, Romain, sincèrement, faut le dire aux socios, le Milan AC, on est à 12 journées, ils sont décrochés du top 4. Alors justement, ça va être ma dernière question. J'ai donné le classement tout à l'heure. Le Milan AC est 7e avec 19 points. Quelles sont les ambitions pour ce Milan AC, à votre avis? Est-ce qu'ils peuvent accrocher l'Europe, la Ligue des Champions, pourquoi pas, l'Europa League? Loïc, à ton avis? Je pense que ça va plus jouer sur l'Europa League cette saison. En tout cas, du côté des supporters, j'ai un petit peu suivi à ce niveau-là. On a un petit peu abandonné l'idée de jouer la Ligue des Champions cette année. Et surtout, quand on voit la concurrence en Serie A, c'est normal un petit peu d'oublier la Ligue des Champions, quoi. Quand on voit le début de saison de la Roma, de Naples, de la Juventus, même de l'Inter. Milan n'a pas sa place parmi ces équipes pour l'instant. Donc ouais, ça peut accrocher une place d'Europa League au mieux. Non, mais et pour l'Europa League, peut-être la jouer et essayer en deuxième partie de saison d'avoir des ambitions dans cette Europa League. Déjà pour l'instant, il faut qu'il... On rappelle qu'il reste sur une double confrontation contre l'AEK Athènes avec 2-0-0. C'est ça, il faut sortir des poules premièrement. Ils sortiront des poules, mais après le problème c'est qu'en Europa League, à partir du moment où on atteint les 16e de finale, les 8e de finale, etc., le niveau s'élève énormément. Il y a un énorme écart de niveau entre les phases de poule et les phases éliminatoires en Europa League. Et là encore, il faudra voir comment Milan pourra s'en sortir face à des équipes de standing plus élevé. Mais je vois mal, même au niveau de l'Europa League, je vois mal le Milan AC aller au-delà de 8e, voire aller quart de finale. Non, mais l'éclaircie qu'il peut avoir avec le Milan AC, c'est que, encore une fois, les individualités jouent à leur niveau ou au-dessus de leur niveau, que Bonucci revienne à son meilleur niveau qu'on a connu. Ça peut peut-être tourner, ça peut peut-être tourner. Et surtout, j'ai l'impression, j'espère, en tout cas j'espère, si Montella tire les enseignements qu'il faut, que les matchs, notamment perdus à la 90e lors du derby, les matchs contre la Juve ou contre la Roma, servent vraiment d'exemple. J'aime pas le terme défaite encourageante, mais que cet effectif apprenne de ces défaites-là. Et pour moi, le top 4 c'est impossible. C'est impossible. On avait fait un focus sur les outsiders, on en avait pris donc en tout 5 équipes, donc tu vois pas le Milan. Non, mais pour plusieurs raisons, parce que déjà, il y a cette année en Serie A, ça avance très très fort, et c'est pas une équipe ou 2 équipes, c'est que ça avance en bloc. On l'a fait hier. Même la Sampdoria qui s'est glissée dans cette hier. Il y a un top 6 qui avance et je vois pas 4 équipes s'écrouler. On peut avoir une irrégularité d'une équipe comme la Lazio ou comme la Sampdoria, mais les 4 devant, que ce soit la Roma, l'Inter, Naples et la Juve, je les vois pas fléchir. Surtout qu'en termes de calendrier, le Milan AC, ils doivent aller. Le prochain match après la trêve, c'est contre Naples. Ils doivent aller à Naples, et surtout en deuxième partie de saison, ils ont reçu la Roma. On ne peut pas dire qu'ils vont recevoir l'Inter vu qu'ils jouent dans le même stade, et ils vont aller à la Juve. Donc ça va faire une deuxième partie de saison en termes de calendrier très très compliqué, et je pense que oui, l'objectif ça peut être déjà dans le projet de jeu s'améliorer, que Montella trouve son système, et que en Europa League ils peuvent jouer les troubles faits. On le sait, en Europa League, voilà, il y a pas un gratin. Il y a quoi, peut-être la Lazio, il y a peut-être Lyon, mais il n'y a pas des équipes après, extraordinaires. On verra les reversés aussi, de Ligue des Champions. C'est vrai, il peut avoir en attendant le Milan, vous pouvez peut-être y jouer avec. Ils seront peut-être beaucoup plus performants collectivement à FIFA.
Bonucci, FIFA. En tout cas, il est plus fort. Ah, Bonucci est très très fort à FIFA, c'est celui qui me permet de gagner à chaque fois contre toi. Ah, Donc, c'est ça. je vous rappelle le jeu C'est ça ton concours. problème, le mensonge, je t'ai toujours dit. Je vous Pas en rappelle émission. le jeu concours pour gagner votre FIFA. Abonnez-vous, partagez nos publications, likez nos profils Facebook et Twitter. Et on fera un tirage au sort parmi tous ces abonnés pour décrocher donc ce FIFA 18 sur PS4, la manette dorée collector, très jolie manette, édition limitée, hein, Ouais, c'est ça. pour gagner votre FIFA. Donc on vous donnera les résultats prochainement. On va passer au dernier débat de la soirée, un débat en Espagne. Zach, t'es prêt à la régie? Hop. Oh là 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 là. Je C'est commence beau. à le gérer quand Ouais, même. c'est hein. beau. Je commence Qu'est-ce un que ça petit peu va à être le dans gérer. 2 mois? Dans 2 mois, il va le faire avant que tu fasses le. Avant que tu fasses le. Non, je m'entends signe. très bien. Je m'entends très bien avec Zach, donc normalement il n'y aura aucun souci. Il y a des là-dessus. automatismes, par exemple. Voilà, exactement. On a plus d'automatisme Le que sous mercato Montella en est tout cas. meilleur Ouais, c'est ça. On va terminer donc cette émission avec le FC Séville. Séville qui est 6e de Liga, qui n'est pas forcément décroché dans la lutte à la Ligue des Champions. Ils sont à 4 points de l'Atlético qui est 4e. L'été dernier, Eduardo Berizzo est arrivé sur le banc à la place d'un autre Argentin, Jorge Sampaoli, avec beaucoup d'arrivées et de départs qui ont été des départs significatifs. Est-ce que vous voyez, ça va être ma première question, je vais commencer avec toi Loïc, est-ce que tu vois dans les prestations de Séville une véritable différence entre le Séville de Berizzo et le Séville de Sampaoli l'année dernière? Je trouve beaucoup plus de difficultés au Séville cette année dans la construction. Je les trouve beaucoup plus laborieux. Là, par exemple, sur le dernier match face au Barça, j'ai oublié son nom, aidez-moi, numéro 10. Banega. Voilà. Banega. J'avais Balanta dans la tête, je sais pas pourquoi. Pas du tout le même poste, c'était pas le même club. J'ai trouvé Banega très esselé au milieu, qui souvent devait faire un petit peu l'exploit. Ça mettait du temps dans le jeu de transition, ça mettait du temps à ressortir quand le Barça dominait. Donc voilà, je trouve le Séville de cette année très laborieux. Pourtant, j'étais content du choix de Berizzo. Il a été séduisant l'année dernière avec le Celta Vigo. C'était une demi-finale d'Europa League, ça a été une 6e place, il me semble, en Liga. Non, ils sont beaucoup plus loin. Ils sont plus- 13e, je crois. Ils sont 13e. C'est l'année d'avant. C'est l'année d'avant, L'année ouais, d'avant, sixième, ils sont d'accord. 6e. Parce que comme ils ont le gros parcours en Europa League, ils ont délaissé un peu le ils ont un peu délaissé la championnat. Liga. Ok, j'ai confondu Non, mais avec, Pour en finir. tout cas, voilà, il y a eu un parcours séduisant en Europa League, des matchs intéressants aussi du Celta. Donc voilà, j'étais assez content du choix de Berizzo. Et pour l'instant, il se pose un petit peu aussi le même problème qu'avec Montella. Les compos sont souvent différentes. On a du mal un petit peu à se trouver. Donc j'attends plus de Séville pour l'instant. Un mot sur la différence entre Berizzo et Sampaoli. Après, on verra le turnover justement que fait Non, Berizzo. ça jouait beaucoup plus au ballon avec Sampaoli, même si encore une fois, Sampaoli, notamment dans les 6 premiers mois, même s'il a fait de très grands matchs, il y a eu aussi des trous d'air, des Il matchs. a usé son effectif. Bien sûr, il y avait des matchs un peu moins flamboyants, mais dans le système de jeu, je trouve notamment en milieu de terrain, là on a un double pivot avec Pizarro et Nzonzi qui pour moi ont le même profil, très très grand, voilà, dans l'anticipation très à l'aise, mais je trouve qu'ils se marchent un peu dessus, c'est à peu près 2 sentinelles. Et à la relance, c'est pas forcément les voilà. joueurs les plus performants. Alors que l'an dernier, à côté d'Nzonzi, il y avait Nasri, un joueur un peu plus fin techniquement, et Vasquez en numéro 10. Donc il y avait vraiment 3 joueurs différents avec des qualités différentes. Et là, voilà, j'ai ce problème au milieu de terrain. Banega est beaucoup plus haut alors que je le préfère. Banega, quand il joue sous Emery ou même à l'Inter Milan, il redescend un peu plus bas. Il est vraiment dans un milieu à 3. C'est pas un vrai numéro 10. C'est un numéro 10 argentin qui redescend. Qui décroche beaucoup pour aller chercher le ballon. Qui décroche beaucoup, qui a une faculté aussi à jouer long. Et sur le turnover aussi. Oui, le turnover, on va voir cette statistique qui est très intéressante. Depuis le début de la saison en Liga, Berizzo a utilisé 25 joueurs en 11 journées. 25 joueurs, on a un turnover énorme, notamment derrière. Derrière, ça tourne par exemple à droite entre Mercado et Corchia. C'est Escudero qui joue peut-être un match sur 2 aussi pour privilégier avec la Ligue des Champions. C'est quelque chose où on avait un petit peu l'habitude avec déjà Unai Emery quand il était à Séville, un peu moins avec Sampaoli. Là, avec Berizzo, on a un vrai turnover. C'est énorme parce qu'il fait à peu près la même chose qu'il avait fait avec Vigo l'an dernier, avec une équipe Europa League et une équipe pour le championnat. Je trouve pas que ce soit une bonne solution. Il y a un juste milieu. Autant il ne faut pas faire comme Spalletti où le même 11 à chaque fois et terminer un peu le mois de novembre sur les rotules, mais utiliser 25 joueurs, jamais les mêmes défenses, surtout qu'on sait que surtout en défense, voilà, surtout qu'on sait que les paires des latéraux avec les milieux, ils ont besoin d'automatisme, les deux défenseurs centraux aussi, et à chaque fois ça change. Une fois c'est Corchia, une fois c'est Mercado, en défense centrale, une fois c'est Kier Carico, une fois c'est l'anglais qui arrive. C'est l'anglais Pareja.
même au poste de numéro 9, Ben Yedder fait plutôt un bon début de saison, il est souvent en concurrence avec Luis Muriel. Et voilà, on va voir le tableau des arrivées, justement. Tu parlais de Luis Muriel qui est arrivé, cet été. Donc on a aussi Sébastien Corchia, Ever Banega, on en a parlé, Nolito de Manchester City qui a connu Berizzo à Vigo. On a aussi Simon Kjær, Luis Muriel, Lionel Carroll, le français, et Jesus Navas qui est venu. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Il y a eu beaucoup de départs aussi. Nasri, Rami, Jovetic, qui était bon sur la deuxième partie de saison. Il y a eu quand même Vitolo, qui est parti à Las Palmas et qui va rejoindre l'Atlético Madrid en janvier. Moi, je trouve que le recrutement, il y a beaucoup de réchauffés. Navas, il avançait plus à City. Il n'a pas fait beaucoup de matchs l'an dernier, à part 2-3 au poste de latéral. Nolito, à City, c'est la même chose. Il était en perte de vitesse. Et je trouve que c'est le championnat peut-être qui lui correspond. Mais encore une fois, je le trouve très très lent dans la prise de décision. C'est un joueur c'est un faux lent, mais qui est sur le côté. C'est un faux ailier. J'arrive pas à comprendre son positionnement. J'ai jamais été fan moi de Nolito, même quand il était très très bon au Celta. Et puis Banega, il a été à l'Inter, il était sous Emery et il revient. Donc je trouve que j'ai pas trouvé beaucoup d'imagination dans le recrutement et ça se ressent sur le terrain. Il y a beaucoup de pragmatisme. Il y a plus la fantaisie qu'on avait vue à Sampaoli. Et je trouve que ce soit en Ligue des Champions ou en Liga, ils n'arrivent pas à passer le cap des gros matchs et c'est dérangeant. Alors les gros matchs, on va en reparler. J'aimerais juste qu'on revienne peut-être sur les départs parce que c'était des départs qui ont été vraiment significatifs. C'était des tauliers du club qui étaient là l'année dernière. Tu en as un peu parlé, Walid. Loïc, tu peux me parler. Nasri, Adil Rami, Iborra qui était un taulier, Mariano aussi sur le côté. C'était vraiment des joueurs qui étaient prépondérants pour Sampaoli. C'est compliqué de se séparer de ces titulaires. Tu le disais tout à l'heure, Nasri avait un rôle dans le milieu de terrain qui était important dans le dispositif de Séville. Rami, c'est pareil, c'est un défenseur, c'est un taulier, c'était un taulier. Toujours difficile de refaire sa défense centrale. Là, en plus, on parle de turnover depuis tout à l'heure. C'est très compliqué de toujours changer ses défenseurs. Donc, il y avait une stabilité qui a un petit peu disparu. C'est ce qui fait que Séville a un petit peu plus de mal. Après, ça pourrait quand même être pire. Ça pourrait clairement être pire. C'est surtout, quand on regarde les résultats, à domicile, Séville s'en sort quand même plutôt pas mal. C'est la 4e équipe, il me semble, à domicile. Donc voilà, il reste sur de bonnes bases. Oui, on parle d'une équipe qui n'est pas décrochée. Elle n'est clairement pas décrochée. Mais ils ne sont pas décrochés de qui aujourd'hui de l'Atlético Madrid, ils sont à 4 points. Non, mais aujourd'hui, l'Atlético Madrid, ils ont perdu 2-0 contre eux. Et surtout, pour moi, le vrai concurrent. C'est la Ligue des Champions, la 4e place. Mais le vrai concurrent direct, pour moi, c'est Valence. Villarreal. Et Valence, ils ont quand même un gros matelas. Ils sont 2e, je ne sais pas combien de points, mais ils sont quand même assez décrochés. Et je pense que ce soit Atlético Madrid ou Villarreal, surtout dans la façon de jouer et dans le j'ai perdu mes mots mais c'est-à-dire dans la façon ça t'arrive souvent. Mais dans la façon de jouer, je les trouve moins intéressants que les autres et ça m'inquiète moi parce que pour revenir sur les départs, moi Mariano sur le début de saison, c'est peut-être l'un des meilleurs latérales droit de Liga. Vitolo, c'était le vice-capitaine, il était très très important. C'était des membres importants aussi dans le vestiaire, plus que sur le terrain. Exactement, et c'est des joueurs qui étaient très très intéressants dans le jeu et qui faisaient que Séville était très très bon. Donc, il y a Vieto aussi, il me semble qu'il y avait. Ouais, mais Vieto il jouait peu, il était venu en prêt. était moins bon. Ouais. Mais pour rebondir justement sur Vieto, il y a un problème offensif aussi à Séville. Aujourd'hui, ils sont 12e attaque du championnat, il me semble. Ils sont derrière les promus qui sont Retafe, Gérone, et à égalité avec Levante. Donc il y a un vrai souci offensif. Ben Yedder a fait un début de saison, il a, je crois, 6 buts, toutes compétitions. Ouais, mais il joue un match sur 2, un match sur 3. Ouais, il joue un match sur 2. Il y a énormément de turnover aussi. Voilà, un petit peu comme on disait à Milan tout à l'heure aussi, il y a un problème à ce niveau-là. Qui est le buteur et alors il y a un autre problème avec le FC Séville, c'est que dès qu'il joue un adversaire qui est un peu supérieur, il n'y arrive pas. Tu parlais tout à l'heure de Valence, qui était peut-être un rival. Valence leur en a mis 4. Il y a aussi, on va le voir, le graphe de toutes les défaites de Séville face au gros. On va le voir. Il y a une défaite donc contre le Barça, la défaite contre le Spartak Moscou. Alors, on a mis le deuxième match, mais le match au Spartak Moscou où ils perdent 5-1. Un match contre Bilbao où ils perdent 1-0. Le match contre l'Atlético. Est-ce qu'il y a un cap mental qui n'arrive pas à se faire pour Séville face au gros? Oui, je pense. En plus, ce qui est inquiétant, c'est que dans ces matchs-là, ils n'existent pas. Ils n'existent pas, notamment ce match contre Valence où ils ont pris l'eau de toutes parts. À Moscou aussi, j'ai l'impression que
dans le début de match, dans les 20 premières minutes, et on l'a vu aussi contre le Barça, ils prennent l'eau et ils baissent les bras très rapidement. Et on l'a vu à Moscou où ils reviennent à un partout et derrière le match se dégoupille mal et derrière la défense lâche prise. Mais c'est tout le système défensif, c'est même les deux devant la défense. Je trouve que je trouve qu'Nzonzi, si on peut parler un peu des joueurs, je trouve qu'Nzonzi n'est pas aussi bon que l'an dernier. Alors et pourtant il est appelé en équipe de France maintenant. Et oui, on en a parlé la semaine dernière avec Samuel, mais oui, je trouve qu'il a encore son transfert avorté à la Juve qui trotte encore, un peu comme Fabinho à Monaco. D'ailleurs, il y a beaucoup de facteurs qui font qu'ils sont pas bons. Et depuis, je crois que c'est le match contre le Real Madrid l'an dernier, fin de première partie de saison, où ils perdent 1-0 et ils gagnent 2-1 sur un but de Jovetic à la 90e. Et encore une fois, c'est pas le meilleur match de sous l'ère Sampaoli, mais depuis, ils nous avaient habitués à faire des coups. Il y a aussi il y a 2 ans où ils avaient gagné 2-1 contre un grand Barça. Ils arrivaient dans les gros matchs à se surpasser. Et là, on le voit plus. Donc c'est aussi à Berizzo d'inculquer ça. Loïc, ils n'y arrivent pas face au grand. Non, pour rebondir sur cette fragilité mentale dont tu parlais, Walid, suffit de voir le dernier match face au Barça. Tout simplement, les 2 buts qu'ils concèdent viennent d'erreurs individuelles. Scudero sur le premier but d'Alcacer notamment. Qui manque son contrôle sur le premier but. Le deuxième but, on peut parler, je pense, quand même d'une erreur de marquage. Où le défenseur je sais plus c'est qui est C'est Kier. Qui est en retard sur Alcacer. Donc voilà, c'est pas mal d'erreurs individuelles et même sur le but marqué, il y a eu pas mal de manque d'inspiration finalement. Ça vient sur un coup de pied arrêté. Il marque sur corner, ouais. Voilà, il marque sur un coup de pied arrêté. J'ai souvent vu Banega en difficulté au milieu, il récupérait les ballons. Derrière, il voulait relancer, ça se projetait pas assez vite. Est-ce que pour être performant face à des gros adversaires, il ne faudrait pas avoir plus une identité de jeu fixe et véritablement connue? Là, on l'a vu avec vous, nous l'avez expliqué, ça se cherche encore. Moi, je ne la connais pas, l'identité, malheureusement. On avait entrevu au début de saison un peu d'Emery. C'est-à-dire qu'on est revenu à un 4-1-4-1, à un 4-3-3, mais derrière on est repassé tout de suite à un 4-2-3-1. On ne sait pas si c'est une équipe qui veut le ballon, qui le refuse. Le seul gros match que j'ai vu de Séville, et encore il est un peu en trempe-l'œil vu le début de saison de Liverpool, c'est le 2-partout à Anfield. C'est le 2-partout à Anfield où ils avaient été très bons, mais derrière voilà, il n'y a pas de continuité dans les résultats, il n'y a pas de continuité dans les compositions d'équipe, on l'a dit précédemment. Et puis moi j'ai l'impression qu'au-delà des gros matchs, ils ont du mal à passer un cap en Ligue des Champions. Alors ils ont gagné 3 Europa League avec des entraîneurs différents, avec Emery. Et pour toi c'est encore un niveau au-dessus qu'ils n'arrivent pas à atteindre. La Ligue des Champions ils n'y arrivent pas. L'an dernier ils perdent leur nerf contre Leicester. Alors c'est pas la même équipe, c'est pas le même contexte, c'est pas le même entraîneur. L'année d'avant ils n'arrivent pas à sortir du groupe, c'était Gladbach, City et la Juventus. Ils terminent 3e, ce qui leur permet de gagner l'Europa League derrière. Mais il y a vraiment un problème aussi au niveau de la Ligue des Champions. Là quand on voit, ils ont du mal à battre le Spartak à la maison. Ils vont passer, mais ric-rac. Et je pense que là aussi, il va falloir qu'ils passent le gap. C'est peut-être un problème d'institution, Séville, qui n'arrive pas vraiment à s'élever. Institution, talent de joueur, cohérence dans le recrutement. Il faut savoir que Monchi est parti aussi cet été. Loïc. Moi, je voulais mettre un parallèle un petit peu avec une équipe française. Lille encore ? Non, pour le coup, c'est Marseille finalement, avec un mercato qui était peu inspiré. Là, tu le disais aussi pour Séville, avec une identité de jeu qu'on peine à trouver, un petit peu pareil avec Rudy Garcia, des soucis contre les gros, certes avec le match de Paris qui est un petit peu l'exception là-dedans, mais contre Monaco, on a un petit peu vu ça. Je trouve que les deux équipes se ressemblent c'est vrai. Sans être trop lâchés au classement. Ils gagnent contre les petits. Mais qui manque d'identité, qui a plus de mal, qui n'a pas de régularité, qui se cherche. C'est deux équipes qui se ressemblent beaucoup, je trouve. À votre avis, quelle est l'ambition? Ça va être un peu la même question que je vous ai posée pour le Milan. Quelle va être l'ambition pour le FC Séville? On l'a dit, donc ils sont à 4 points de cette Ligue des Champions. Ils peuvent peut-être espérer un parcours, peut-être sortir des poules de la Ligue des Champions. Est-ce qu'ils doivent se concentrer là-dessus ou aller en championnat et accrocher l'Europa League ou la Ligue des Champions? Moi, j'y crois pas Je pense qu'ils vont sortir des poules, mais après, derrière, ça va être très, très compliqué. Si l'an dernier, avec le tirage qu'ils ont eu, Leicester, qui était peut-être le petit poussé des huitièmes... Qui n'était pas en forme. Qui n'était pas en forme. Et avec l'équipe que Séville avait, qui était pour moi supérieure à celle de cette année, ne sont pas sortis, ça va être très, très compliqué. Maintenant, l'objectif, c'est quoi? C'est déjà, il faut toujours rappeler qu'on est en début de cycle.
C'est pas comme Montella, c'est sa deuxième année. Là, c'est la première année de Berizzo. Il faut que lui aussi endosse le costume Prenne ses marques. Voilà, qui prenne ses marques dans ce nouveau club. Je pense qu'en termes d'identité de jeu, pardon, il faut que Berizzo la trouve, qu'il installe un vrai 11 titulaire, qu'on voit beaucoup d'améliorations dans le jeu, que des joueurs se révèlent, qu'on voit vraiment de réels leaders techniques et leaders dans le vestiaire, ce qu'on n'a pas aujourd'hui. Et là, avec tout ça, ils pourront accrocher peut-être la Ligue des Champions. Et déjà progresser en équipe, que l'équipe Séville progresse, et après derrière voilà, essayer d'accrocher la Ligue des Champions, parce qu'on sait que c'est l'objectif de tous les ans pour c'est pour ça justement, je pense que Séville devrait se concentrer cette année uniquement sur le championnat. Mais ils peuvent pas refuser la Ligue des Champions. Non, ils vont pas refuser la Ligue des Champions. Surtout qu'ils ont un groupe assez abordable. Hein. Non, c'est clair. Mais ils doivent pas en faire une priorité, parce que de toute façon, on sait très bien que si jamais ils se qualifient pour les huitièmes de finale, ils iront pas très très loin. Je pense que voilà, dans la quête d'identité, dans la quête de solidifier collectivement, je pense que le championnat doit primer. Séville doit, comme tu dis, ils sont en début de cycle, et justement ils doivent prendre le temps de trouver leur identité pour ensuite l'année prochaine. Parce qu'il faut rappeler Romain, que normalement, là on est à la deuxième année, on serait à la deuxième année de Sampaoli. Et si l'Argentine se portait bien et il y aurait peut-être pas eu tous les départs qu'il y a eu si Sampaoli était resté. Je pense qu'on aurait été dans la continuité. Là, repartir très brusquement sur un autre projet, je pense pas et sans Monchi en plus, qui était le directeur sportif historique, qui est parti à la Roma. Je trouve que ça a joué aussi sur ce début de saison un peu compliqué. Donc on va voir, et moi je suis plutôt confiant, parce que je pense que Berizzo c'est quand même un bon entraîneur, mais j'aimerais qu'il fasse vraiment des choix forts, notamment moi j'avais vu ce milieu de terrain, notamment en début de saison, Nzonzi, Banega, Ganso, qui avait été vraiment... Ganso qui a joué beaucoup en début de saison, qui était plutôt intéressant, on avait l'impression qu'il s'était enfin acclimaté au FC Séville et à l'Espagne. Et derrière, il était sur le banc, on ne sait pas pourquoi, mais voilà, j'aimerais bien, à la place de Pizarro, il va falloir choisir entre Pizarro et Nzonzi. Je pense que c'est le choix tactique qui amènera Berizzo vers des choses beaucoup plus intéressantes. Pour vous, donc voilà, ça va être c'est tout pour le FC Séville. On a bien dit déjà. On a beaucoup parlé, beaucoup parlé, mine de rien. Juste rajouter aussi par rapport à la composition, faire un choix devant aussi entre Luis Muriel, Ben Yedder. Oui, bien sûr, puisque depuis le début, ils n'arrêtent pas de tourner. C'est déjà la fin. Ça va vite. Ça va vite. On rappelle. On a fait combien, 20 minutes le jeu. On a fait 20 minutes, un petit peu plus. On rappelle le jeu FIFA 18 que vous gagnez sur la PS4 en vous abonnant, en partageant nos liens, nos publications. On fait des petites vidéos un peu partout. On a la manette en or avec qui est un peu collector, mine de rien. Moi, je la trouve très jolie. Édition limitée. Je demande édition limitée. Je me demande, je vais pas la garder pour chez moi. Non, t'as pas. Non, j'ai pas le droit. Déjà qu'on t'a gardé aujourd'hui, ça peut être sympa. Tu vas pas quand même nous prendre notre manette. Écoute, ça se trouve, je ne suis là que de passage et je m'en vais avec la manette. Je vais faire ça comme ça. Merci à la technique, à Zachary Gauthier et Théo Bouville qui nous ont permis de réaliser cette émission, parce que sans la technique, on n'est rien. Vous avez vu les petits jeux comme ça, c'est grâce à ces messieurs. Merci à l'équipe éditoriale avec Saïd Boulard, Amaury Cotin, Marouane Acherchour, autour du rédacteur en chef du jour, Samuel Vasselin que vous retrouverez demain à ma place. Il fait la cuisine, il est multitâche. Quand je te dis qu'il veut contrôler le truc, il veut vraiment. Il faut toujours avoir polyvalent dans une équipe. C'est notre box to box. C'est notre couteau suisse. C'est notre couteau suisse, Samuel Vasselin. Voilà, merci à tous de nous avoir suivis. Likez nos posts, partagez nos vidéos si vous êtes intéressés. Donnez-nous des petits commentaires. Des pouces bleus. Et puis donnez des petits commentaires pour qu'on puisse avoir un petit retour comme ça. On sait ce que vous pensez nous. Oui, partage, bien sûr. Merci à tous. On vous souhaite une bonne soirée. Bonne soirée foot. Ciao, bye bye. Et on revient à demain. Ciao.